Alors en manchette aujourd'hui, un groupe de jeunes autochtones de Colombie-Britannique visite Berthier grâce à un échange étudiant et le coronavirus et les blocages ferroviaires ont des impacts jusqu'à Berthier. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information du jeudi 20 février. Le coronavirus et les blocages ferroviaires ont des impacts jusqu'à Berthier et un exemple concret nous a été donné par le président-directeur général de la compagnie Richard de Berthier, François Pamphili. Rappelons que les produits de la compagnie Richard sont vendus notamment dans plusieurs quincailleries à travers le pays. Voici un extrait de l'entrevue que François Pamphili a accordé à ma collègue Danielle Yvon. Et dans ce segment d'entrevue, il aborde les impacts du coronavirus et des blocages ferroviaires sur les activités de sa compagnie. C'est une très grande préoccupation. Il y a des dépassements de coûts, des délais qui vont s'ajouter au délai normal. On achète beaucoup en Asie avec des partenaires. Et présentement, leurs usines, au lieu de partir après le Chinese New Year, il y a de ça quelques semaines, sont déjà 5 à 6 semaines en retard. Donc, il y a déjà un retard important. En plus, là, il y a le blocage de la voie ferrée, c'est que tous nos produits sont transigés directement vers Vancouver à part. Et là, tout est bloqué. Soit en route ou soit à Vancouver, qui rajoute un autre 3, 4, 5 semaines. Et là, il va y avoir des ruptures d'inventaire pour nos clients et pour nous, des pénalités importantes et des dépassements de coûts excessivement importants. Qu'est-ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas pu planifier ça. Sinon, on aurait demandé à nos fournisseurs d'expédier directement à Halifax ou à Montréal. Okay. On ne le savait pas. Ça ajoute des délais. C'est une quinzaine de jours supplémentaires et des coûts supplémentaires. Mais là, il est trop tard. C'est bloqué. Et là, en mathématiques, 2 négatifs fait un positif, mais en affaires, ça fait un négatif encore plus important. Donc là, on pourrait résumer que tu es toujours en contact avec Vancouver en espérant que ça se règle? En espérant que ça se règle, puis j'espère que ça va se régler, parce que le gouvernement a une entente avec les chefs des tribus. Je pense que les gens qui sont en protestation, c'est des gens qui sont payés par des extrémistes. Pour essayer de réussir à avoir plus d'argent. Moi, c'est ce que je pense. Parce qu'on a déjà des ententes. Puis au niveau de la Chine, il va falloir que ça reparte à un moment donné. Au niveau de la Chine, c'est un peu plus complexe. Il faut réfléchir à tous les présidents présentement d'entreprises qui s'approvisionnent en Asie. On doit réfléchir à ce qu'on va diversifier dans l'avenir, essayer d'avoir d'autres pays, d'autres fournisseurs à l'extérieur de l'Asie. Parce que ça devient problématique. Ça devient problématique. Puis le just in time aujourd'hui, c'est bon quand ça fonctionne, mais quand ça, tu ne peux pas avoir des entrepôts, tu ne peux pas investir beaucoup, j'ai l'impression, dans les entrepôts pour avoir du matériel pour prévoir pour 6 mois de production. C'est difficile. En ce moment, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs commandes qui sont passées puis qui arrivent graduellement à chaque 3-4 semaines de l'Asie. On peut commander par avion et ça va arriver dans une semaine. Le transport s'est amélioré énormément dans les dernières années. Mais c'est des coûts que ça n'a. C'est toujours des coûts. Il y a toujours des coûts. Est-ce qu'on va être capable de le transférer au client? Je ne pense c'est ça, oui. Peut-être pas dans la situation. C'est nous autres qui va faire l'éponge. On va être obligé d'absorber ces problèmes-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup, M. Pamphili. On suit la situation de près. J'espère que ça va se régler. C'est ça. Alors, nous continuerons bien sûr de suivre les impacts de ces 2 crises sur l'économie de la région. Éducation maintenant, il y a un groupe de jeunes autochtones de la Colombie-Britannique qui ont visité Berthier grâce à un échange étudiant. Le groupe provenait de la communauté de Zeballos, au nord de l'île de Vancouver. Ils ont été jumelés à des étudiants de l'école secondaire Pierre de Lestage de Berthier. Le groupe a été en sol québécois du 8 au 15 février dernier. Et avant leur départ, il y a une cérémonie qui a eu lieu à la bibliothèque de l'école secondaire Pierre de Lestage le 14 février dernier, en présence de nombreux dignitaires, dont plusieurs maires de la région et du député fédéral de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Avant le début de la cérémonie, il y a une étudiante de secondaire 3 à l'école secondaire La Pierre de Lestage, Lauriane Doucet, qui a témoigné de son expérience d'échange. J'ai remarqué qu'on n'avait vraiment pas le même mode de vie, qu'eux, ils étaient plutôt timides comparé à nous.
et que il s'ouvrait difficilement aux autres. Mais on s'est habitué avec ça et on a passé par-dessus, puis on a fait des beaux liens, je pense. Donc, tu t'es fait des amis dans le groupe? Oui, on a fait connaissance, puis on s'entend plutôt bien. Puis là, est-ce que tu as hâte d'aller visiter là-bas à Vancouver? Oui, vraiment, on va partir en mai. Alors, oui, j'ai vraiment hâte, ça va être une belle expérience. Est-ce que ça a changé ta perception des Autochtones? Oui, je pensais vraiment pas qu'ils étaient comme ça. Moi, je pensais encore qu'ils portaient des chapeaux de plumes puis des chandails avec, je sais pas, je les croyais vraiment pas comme nous, mais ça, oui, ça m'a fait changer ma vision des choses. Puis là, est-ce que ça peut te donner envie de rencontrer d'autres Autochtones qui habitent au Québec? Oui, ça pourrait être intéressant. Voici maintenant un extrait de la danse présentée par les jeunes de la communauté de Zeballos durant la cérémonie. Le jeune Noah Morval-Levac, un autre étudiant de secondaire 3, a aussi participé à l'échange. Il nous parle des activités que les deux groupes ont faites ensemble et de ce qu'il retient de cette expérience. Lundi, nous avons visité l'école avec eux. On leur a montré nos classes, tout genre de choses, comment que ça se déroulait dans l'école. Puis on a aussi regardé un film québécois pour les initier un petit peu à notre culture. Ou sinon, on est allé au Carnaval de Québec, on est allé visiter Montréal, on est allé faire de la pêche sur la glace. Aujourd'hui, on est allé rencontrer une communauté autochtone d'ici, les Atikamekw, qui sont beaucoup dans la Naudière. Sinon, on a fait surtout beaucoup de bus, c'est sûr. Fait que, sinon, quand on était chez nous, il fallait qu'on fasse des activités genre jeux de société, films, des choses comme ça. Là. Ouais. Dans vos échangistes, la plupart ne parlent pas français. Vous arrivez à bien communiquer quand même? Ils parlent tous anglais. Il y en a peut-être un qui parle un peu français. Le reste, c'est que anglais ou leur langue culturelle, dans le fond. Donc, il faut parler en anglais. Pour ma part, c'était quand même facile de communiquer parce que je suis quand même pas pire en anglais. Genre, j'ai beaucoup pratiqué, donc je comprenais ce qu'elle disait, puis moi, elle comprenait ce que je disais. Mais pour certains, c'était plus difficile. Mais je pense qu'on s'en est bien sortis, puis on a fini par toujours se comprendre. Là. Je pense que c'est ça l'essentiel. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Je retire beaucoup de choses, comme la différence de mode de vie qu'on a. On ne vit pas nécessairement comme eux. Il y a plusieurs choses dans notre vie qu'eux, ils font différemment. Eux sont moins nombreux dans leur communauté, ils se connaissent tous. Quand ils arrivent ici, c'était beaucoup de gens. Il y avait une différente façon de se comporter, une différente façon de penser aussi. Mais cet échange-là culturel, on en a appris, puis eux, ils en ont appris aussi. Je crois que c'est important. Puis en général, tout s'est bien passé, puis on en ressort on en ressort plus instruit qu'autre chose. Est-ce que ça a changé ta perception des Autochtones? Oui, quand même. Il y a des choses que je savais pas avant, des choses que je sais maintenant. C'est des gens comme nous. C'est des gens qui sont pas différents, qui vivent pas dans des igloos. C'est vraiment des jeunes de notre âge. Il y a beaucoup de préjugés que j'avais que j'ai pu. J'en avais pas de temps, mais comme plusieurs personnes,
on entend des choses. Puis finalement, on peut confirmer que c'est pas nécessairement vrai. Fait que c'est bien de vraiment connaître un peu leur vérité de mode de vie, au lieu de juste de se fier de ce que nos parents, nos amis nous disent. Puis on a appris plein de choses intéressantes sur leur culture aussi, comme des mots, des trucs qu'ils font, des chansons. Donc c'est intéressant, vraiment beaucoup. Et là, est-ce que vous allez aller les visiter là-bas? Oui, on va aller les visiter en mai. On va aller dans leur communauté. Ça va être un autre défi, parce que les recevoir, c'est quelque chose, mais aller là-bas, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est encore une surprise, mais d'après moi, tout va bien se passer. Je suis vraiment excitée, puisque voyager, c'est toujours le fun. On va faire entre amis. On va apprendre des choses encore plus. De leur vrai mode de vie, là, encore plus. On va vraiment être dans leur monde, dans le fond. Ça va être vraiment intéressant de voir vraiment où est-ce qu'ils vivent, ce qu'eux ils apprennent, ce qu'eux ils voient. Puis c'est très intéressant. Alors, l'enseignante et organisatrice de l'échange, Caroline Pamphili, a remercié la direction de l'école et les parents des étudiants participants pour leur appui dans ce projet. Et Noah en a parlé un peu durant son entrevue. Les étudiants de la polyvalente de Berthier rendront à leur tour visite à la communauté de Zeballos du 16 au 23 mai prochain. Alors, nous passons maintenant à notre première pause. Oui, je l'avoue. Avant, j'étais un recyclo-sceptique. Je croyais juste au vidange. Je pratiquais même le gaspillage. Je croyais pas du tout aux bienfaits du recyclage, mais maintenant, j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc, si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi. Donnez-leur une deuxième vie. Hein? Voyons, patin, que c'est ça, là? Fait que c'est ça. Pas gaspiller, c'est pas compliqué, OK, là? C'est ce qu'ils m'ont reconnu. Hein? Il me baptême. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi. Fais-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 20 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Pierre Gendron et Sylvie Houd. Alors, c'était les anniversaires du jour. Nous avons évoqué le sujet maintenant brièvement la semaine dernière alors que nous avons diffusé des entrevues avec les 2 candidats qui se présentent pour combler le poste laissé vacant par le départ du conseiller Richard Lafleur à Sainte-Élisabeth. Le sort de l'église du village est très incertain. Nous avons reçu en studio le prêtre modérateur de la paroisse, Luc Baudouin, pour faire le point. Voici maintenant la deuxième partie de l'entrevue qu'il nous a accordée à ce sujet où il précise les scénarios privilégiés et compare la situation avec d'autres branches de la paroisse unifiée. Oui. On souhaite idéalement la ville et en deuxième temps un organisme communautaire qui pourrait s'en acquérir puis être capable aussi de payer les frais pour l'entretenir puis en même temps continuer l'œuvre à l'intérieur et être au service aussi de la population. Et là, l'étude sur l'état du bâtiment et tout ça qui a été commandé par la Ville, il devrait avoir les résultats à peu près combien de temps? On nous a dit environ peut-être un mois et demi d'avoir des résultats
Et entre-temps, bien, je sais qu'il y a des assemblées au niveau de la ville pour élire un nouveau conseiller, puis en même temps, éventuellement, de faire un référendum pour l'histoire de l'Église, là, du bâtiment. Parce que les gens qui se sont présentés à la rencontre du 14 janvier, beaucoup ont pris la parole pour exprimer leur désir de garder la bâtisse pour que ça serve aux enfants, que ça serve à des activités, aux loisirs pour la ville de Sainte-Élisabeth. Puis c'est ce qu'on souhaite nous aussi, là, dans un premier temps, mais d'avoir aussi, de garder aussi la sacristie à l'arrière pour continuer d'offrir aussi le service du culte et des célébrations aux membres, aux gens de Sainte-Élisabeth. Donc, il pourrait y avoir quoi, dépôt du rapport à la fin mars, en avril? C'est sûr qu'on a donné comme temps, nous, jusqu'à Pâques. Okay. Pâques qui est le 12 avril. Fait qu'on devrait avoir des nouvelles d'ici la mi-avril sur la suite. Parce que lorsqu'on a des décisions, puis eux ont des décisions à prendre, des fois, c'est quand même assez long. Il y a des processus, puis on comprend tout ça. Là, puis en même temps, nous, on souhaite que... On a dit, on vous attend encore. On prend le temps d'attendre ce moment-là. Dans les autres, les autres branches là, de la grande paroisse, est-ce qu'il y a des situations similaires? On a eu du côté de Saint-Norbert, Saint-Norbert qui est le voisin. Saint-Norbert, on a dû prendre des décisions, pas de fermeture, mais de revoir un peu le calendrier des célébrations, parce qu'eux, je vous dirais qu'ils étaient un petit nombre. On parle entre 7 à 15 personnes. Puis quand tu fais venir un célébrant, un prêtre, parce que moi, je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe là, quand même de gens, de prêtres qui collaborent avec moi les fins de semaine. Mais tu fais venir un prêtre, tu payes son kilométrage, le ministère, puis tu t'en ramasses même pas assez pour payer les frais de déplacement puis de célébration. Fait qu'on a dû prendre une décision de faire pour Saint-Norbert comme 8 célébrations durant l'année. Okay. Les moments importants. Noël, Jour de l'An, Pâques, l'Ascension, fête de Saint-Norbert, fête de Sainte-Anne, puis des fêtes durant l'été, pour permettre de garder l'Église vivante, malgré le petit nombre, là, mais il reste qu'à date, on peut dire qu'on fait le premier tour de la nouvelle horaire et la fête du cimetière aussi en septembre. Fait que puis dans les autres, là, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, eux, ils n'ont pas Valois. d'église. On fait la messe dans un local que la ville nous a prêté. Et on a un petit bassin, je dirais, d'une trentaine de personnes, 30 à 40 personnes le dimanche matin qui se réunissent. Du côté de Saint-Cléophas, on a fermé la communauté le 1er janvier 2019. Suite à une lettre du conseil de ville, parce que l'Église était rendue léguée à la ville, mais la ville a pris une décision en nous envoyant une lettre nous indiquant qu'ils nous chargeaient 100 $ de location pour la messe le dimanche. Ah oui. Puis là, avec, c'est un petit nombre. Hein? On parle d'une dizaine de personnes, 10-15 personnes. Fait que malgré le fait que vous leur aviez donné? Oui, c'était, dans le fond, légué pour des années qui suivaient pour donner le service. Mais quand on a vu là, cette résolution-là qu'ils nous ont envoyée, mais on a pris la décision d'arrêter le culte et d'inviter les gens de Saint-Cléophas à se joindre à soit Saint-Gabriel ou soit à Saint-Félix ou à une communauté environnante. On est quand même tous assez proches. Là, Et là, à Sainte-Élisabeth, est-ce que vous allez mettre une clause que si vous donnez l'Église, qu'ensuite ils ne vont pas vous recharger un loyer? Non, bien, ça fait partie des ententes. Là. Ouais. Comme on a une entente avec Saint-Félix-de-Valois, que l'Église est à la ville, on a des ententes, des clauses à ce moment-là pour se protéger. On ne veut pas se retrouver dans une situation comme ça. Oui, bien c'est ça, exactement. C'est sûr que ces clauses-là sont toujours en place jusqu'à temps qu'il y ait toujours des chrétiens et des chrétiennes qui sont là le dimanche à la célébration. Oui. Si on se ramasse et qu'il n'y a plus personne, c'est sûr qu'on arrête. À ce moment-là, la clause, elle tombe. À ce moment-là. Oui. Donc là,
On s'attend peut-être à un référendum quelque part au printemps. Oui, au printemps, pour Sainte-Élisabeth. On suit ça de proche, puis c'est sûr qu'on est toujours un peu en lien avec le maire. On se parle régulièrement pour la suite. Il y a déjà des inventaires qui ont été faits au niveau des objets religieux de l'Église, avec des conseillers qui ont accompagné aussi un délégué de notre Église pour prendre en considération l'inventaire des biens qui nous appartiennent, puis qu'en léguant l'Église, ces biens-là nous appartiennent, mais on peut à ce moment-là soit les vendre ou les transférer de place. Dans une autre paroisse ou dans... Exactement. Dans un autre lieu de culte. Bien, merci beaucoup, M. Baudouin, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, on vous rappelle que les 2 candidats à l'élection partielle qui aura lieu en fin de semaine sont en faveur d'un référendum sur le sort de l'Église. Nous passons maintenant à notre seconde pause. Oui, je l'avoue. Avant, j'étais un recyclo-sceptique. Je croyais juste au vidange. Je pratiquais même le gaspillage. Je croyais pas du tout aux bienfaits du recyclage, mais maintenant, j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc, si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi. Donnez-leur une deuxième vie. Hein? Voyons, putain, que c'est ça, là? Fait que c'est ça. Pas gaspiller, c'est pas compliqué, OK, là? C'est qui m'ont reconnu? Hein? Il bâtin. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi. T'as-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice O'Brady de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Au CHC, le château de Berthier, le 2 février, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Marie-Paul Robillard, fille de feu Paul Robillard et de feu Hélène Robillard, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Mado Robillard et son époux Jacques Sylvestre, Raymonde Lamarre, feu Étienne Robillard, de même que sa nièce Annie Robillard et son conjoint Luc Berthiaume, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Mme Robillard ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 février, à l'aube de ses 90 ans, est décédé M. Clément Boutin, époux de Huguette Bombardier, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son frère, Marc-André Boutin, qui était père rédemptoriste. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Ginette et son conjoint Raymond Baudouin, Richard et sa conjointe Francine Gros, Marie-France et son conjoint Michel Gaboury, Alain et sa conjointe Martine Lemay, Patrick et sa conjointe Sylvie Saint-Martin, de même que ses petits-enfants Sébastien et Marie-Ève Rousseau, Yannick et Pascal Boutin, Dave et Yann Gaboury, Chloé et Kim Boutin, Jérémy et Aubrina Boutin, ainsi que ses arrière-petits-enfants, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Cécile Goulet, feu Marcel Boutin, Florence Boutin, feu Édouard Turgeon,
Solange Boutin et son conjoint Raymond Gosselin, Yolande Godbout, feu Michel Boutin, Suzanne Boutin et son conjoint Roger Turgeon, Nicole Boutin, feu Gilles Blais, Reynald Boutin, Wilfrid Bellemare, feu Paulette Bombardier, France Bombardier, feu Bertrand Gaulin, Réjeanne Bombardier et son conjoint O'Neill Lizotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 22 février, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 février, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Aquiline Gervais, épouse de feu Vincent-Paul Plante, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son petit-fils Dave Courchaine. Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise Plante, Jacques Plante et sa conjointe, Joanne Girard, Odette Plante et son conjoint Sylvain Courchaine, Mariette Plante et son conjoint Daniel Savoie, de même que ses petits-enfants Alain, Claudia, Marie-Ève, Audrey, Kevin et Joanie, aussi ses arrière-petits-enfants Océane, Mia et Jeff, de même que ses beaux-frères et belles-sœurs Yolande Gervais, Marie-Claire Gervais, feu Maurice Ringuette, Irénée Gervais et sa conjointe Pierrette Ross, Jean-Marie Gervais, Louisiane Plante, feu Narcisse Guertin, Jeanne d'Arc Plante et son conjoint Jean-Jacques Harper, Roland Plante et sa conjointe Diane Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 21 février dès 16h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 19h. Les cendres seront déposées au columbarium F. Thériault de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 février, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Bernard Coulombe, conjoint de Mme Monique Pellan, demeurant à Joliette et autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs et son frère, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, feu Sarto Blais, Denis Coulombe et sa conjointe Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 1er mars dès 11h au complexe funéraire F. Thériault du 741 Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au centre d'hébergement de Tracy, le 13 février, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Cyril Latour, époux de Louisette Dandonneau, demeurant à Sorel-Tracy et natif de Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé ses sœurs Suzette, Hortense et Françoise. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, France et son conjoint Guy Chaput, Pierre et sa conjointe Chantal Isabelle, Mario, aussi ses petits-enfants Mélanie, Élisabeth, Jérémie et Roxane, son arrière-petite-fille Yvie, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 22 février dès 11h au complexe funéraire F. Thériault du 741 Notre-Dame à Berthierville et suivront les funérailles en l'église de Saint-Ignace de Loyola à 14h30. On passe maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, le ciel sera généralement dégagé, mais le thermomètre affichera moins 16 et la température ressentie sera de moins 22. Durant la nuit de jeudi à vendredi, le ciel demeurera dégagé, mais le mercure plongera davantage à moins 20. Vendredi, le ciel sera ensoleillé, mais le thermomètre ne devrait guère afficher plus de moins 18. C'est seulement vendredi après-midi que la température sera plus clémente pour les sports d'hiver avec moins 6. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin de nouvelles régionales. Merci.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur